avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Vous êtes maintenant habitués, vous savez qu'il faut s'abonner à la lettre de Géopolitique Profonde, celle du mois d'avril, c'est les 1 an de la lettre de Géopolitique Profonde. Allez-y, c'est le premier article aussi de notre ami Général de Lavarde. Qui est le Général de Lavarde? Et vous le savez, et vous l'aimez tous, donc allez-y, abonnez-vous. Aujourd'hui, je reçois un ami très cher avec qui j'aime militer et que j'ai interviewé nombreux de fois. Un ami à qui il est arrivé des bricoles importantes. Celui-ci, c'est Marc Doyer, militant de la vérité, porte-parole de Verity France. Aujourd'hui, d'ailleurs, aussi militant politique presque, parce que tu te présentes aux élections européennes. Salut mon Marc, comment tu vas? Bonjour, ça va, je suis en pleine forme. T'es bien là, t'as l'air bien quand même. T'as une belle tête et tout. Bah ouais, je survis, donc on dit que je crois que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est ma devise depuis longtemps, donc j'essaie de me l'appliquer tous les jours. Voilà. Et puis je me dis que j'ai encore la chance de me lever le matin et de voir le soleil, donc ça va. Alors on va faire cet entretien, toi et moi, cher Marc, mais avant ça, les petites annonces. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, roulez avec GP, c'est comme une ceinture de sécurité. Allez-y, abonnez-vous, vous cliquez sur le lien en bas. Donc, mon Marc, on va aller au début. Donc toi, voilà, tu es militant parce que, on sait tous que tu as connu un drame dans ta vie personnelle à cause d'injection. On va utiliser le terme injection. Donc du coup, tu milites. Raconte-nous un peu comment tu milites à Verity. Ben, c'est devenu, moi je suis porte-parole de l'association Verity France aujourd'hui qui dénonce les effets secondaires des injections en général liées aux injections Covid. Effectivement, ben, moi ma vie a complètement été chamboulée le jour où mon épouse, après avoir été se faire injecter, a commencé à développer des petits problèmes de santé. Et puis très vite, elle s'est retrouvée dans une situation vraiment dramatique, avec une maladie extrêmement rare mais incurable. Et j'ai choisi de la garder à la maison parce que je ne me voyais pas l'abandonner à l'hôpital. Et je me suis retrouvé moi-même donc à devoir gérer une pathologie extrêmement grave, très impressionnante. Et comme on me disait que c'était le fameux bénéfice-risque, que finalement, elle était malade, mais que c'était un coup de pas de chance, mais que ça permettait tellement de sauver des millions de vies, et que nous étions en guerre, puisque je me souviens du président de la République nous disant « nous sommes en guerre ». Alors c'est vrai qu'au départ, pour un problème de virus, tu te dis « tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Très très vite, moi j'ai choisi de mettre de l'humain dans tout ça. C'est mon cheval de bataille, l'humain. Voilà, j'ai été élevé comme ça, élevé par ma mère, mon père étant décédé quand j'avais 12 ans. Donc ma mère très impliquée dans le milieu associatif et très attachée à des valeurs famille, des valeurs humaines. Tout naturellement, je ne pouvais pas me contenter de penser que la maladie de Morissette était liée au fait que c'était le bénéfice-risque et qu'il fallait tout simplement l'accepter. Donc j'ai choisi de témoigner au quotidien. Mon aventure de militant, entre guillemets, a commencé comme ça. Très vite, c'est tourné vers les autres, puisque ce qui n'était pas important, c'était ce que j'étais en train de vivre moi-même, mais surtout de me rendre compte qu'en fait, j'étais pas seul, qu'il y avait d'autres gens qui avaient aussi des problèmes, des effets secondaires, d'autres familles qui étaient toutes seules. Moi, j'ai eu la chance très rapidement d'être médiatisé, donc ça m'a aidé dans mon combat. Mais très vite, j'ai décidé de mettre cette propre expérience au service des autres. Voilà. Ce que tu fais, et d'ailleurs je te vois très souvent soit dans des manifestations, soit dans des colloques, mais il y a aussi une chose, c'est que je crois qu'à l'époque, Monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé, je crois qu'il avait dit que, en gros, tu pouvais compter un peu sur l'aide de l'État
suite à ce qui s'est passé. Oui, parce que alors, moi, avant cet engagement dans cette association Vérité France, j'ai toujours été passionné de politique et c'est vrai que, comme beaucoup de Français, j'ai un peu écœuré du système traditionnel de la politique. Je me suis engagé dans des mouvements citoyens. Voilà. Le dernier dans lequel j'étais, on peut le nommer, ça s'appelait Génération Citoyen. Le président était Jean-Marie Cavada et je me suis retrouvé donc à côtoyer des gens d'En Marche, mais avant, à la création d'En Marche, dont Emmanuel Macron indirectement, puisque Jean-Marie Cavada le connaissait très bien. J'ai été dans un premier temps attiré par cet homme qui arrivait, qu'on connaissait pratiquement de nulle part, et qui disait qu'il allait faire de la politique autrement. Donc mon engagement au départ, il vient de là. Donc tout naturellement aujourd'hui, il continue. J'ai toujours envie effectivement d'apporter ma pierre à l'édifice et de participer à la vie de la cité. Et ça passe aussi parfois par un engagement politique. Voilà. Donc du coup, voilà, revenons à Olivier Véran. Oui, et Olivier Véran, Olivier Véran, effectivement, moi, quand Morissette tombe malade, je commence à faire des recherches sur sa maladie et je m'aperçois qu'il y a peut-être des traitements qui existent, des traitements expérimentaux et qu'il faut l'autorisation, pour moi, il faut l'autorisation du chef d'État. Donc je contacte une connaissance que j'ai qui est proche d'Olivier Véran, qui est proche d'Emmanuel Macron, où c'est un appel au secours en disant voilà ce qui se passe. Claude, il se reconnaîtra, je ne vais pas citer son nom de famille. J'ai besoin d'aide. Et de là, je reçois très vite un SMS en me disant je m'en occupe. Et un deuxième, quelques jours après, je crois, me disant Olivier Véran s'en occupe personnellement. J'ai des traces de ça, j'ai imprimé ces messages. Et on est au moment, je crois, des régionales ou des départementales, je ne sais plus. Et quelques jours après, toujours sans réponse, alors qu'il y a urgence, Morissette, il y a urgence, quoi, je veux dire. Je m'aperçois, je vois Olivier Véran en train de faire la fête, se prendre en photo avec les équipes d'En Marche. Ils sont en train d'engager la prochaine campagne politique. Et là, je me dis, mais en fait, ils s'en foutent, quoi. Parce que moi, effectivement, ma priorité du moment, c'est la santé de ma femme. Et je réagis mal à ce moment-là, effectivement, et je crois que sur Twitter, je balance un truc en disant, ça va, j'ai compris, de toute façon. T'as pris ça pour une trahison ? Bien sûr, mais j'ai surtout pris ça pour de l'indifférence totale, et je me suis rendu compte, je me le savais déjà un peu, ces gens ne sont là que par intérêt personnel. En fait, cette génération de politiciens n'a aucune culture politique. Je parle de ceux qui sont arrivés avec Emmanuel Macron. Aucune culture politique. C'est des gens qui, à mon avis, devraient retourner très vite dans le monde de l'entreprise, et encore un monde de l'entreprise que je bannis, moi. C'est-à-dire le monde de l'entreprise où on maltraite les gens. Ils n'ont rien à faire dans le monde politique. Ils sont là par intérêt personnel, et par envie de pouvoir. Mais pour moi, la politique, c'est pas comme ça que je vois la politique. Politique, c'est d'abord d'être au service des autres. C'est pas pour simplement se dire « Ah, je suis Marc Doé, je vais être élu, on va parler de moi, je vais passer dans les médias. » C'est pas moi, c'est pas mon sentiment, c'est pas ce que j'attends de la politique. Ces gens-là, oui, pour la plupart. Ces gens qui accompagnent Emmanuel Macron ne sont là vraiment que par intérêt personnel, pour briller. Et je m'en suis rendu compte, puisque voilà. Alors du coup, voilà, Morissette tombe malade très gravement. Tu vois que Olivier Véran est indifférent à son sort, alors que il a lancé des messages en disant qu'en gros, il s'en occupait. Ta réaction, évidemment, celle que tu viens de me dire. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu te sens seul ? Tu te dis, en fait, je suis abandonné par un État qui normalement protège. Parce qu'eux adorent utiliser ce terme protégé. Donc, en fait, j'ai pas trop le temps d'avoir des états d'âme à ce moment-là, parce que Morissette, ça va très très vite. On passe de quelqu'un qui me parlait, qui marchait avec moi, en l'espace de 15 jours. Elle rentre à l'hôpital américain, elle marche avec mon aide. Elle ressort 12 jours après, elle a les yeux fermés, elle ne parle plus, elle est incapable de se déplacer. Donc ma priorité, c'était ça, c'était d'assurer ça. Seul non, parce que j'ai la chance très vite d'être médiatisé. Il y a un appel à témoins sur CNews avec Pascal Praud, qu'on a un peu assez d'entendre dire que finalement, d'entendre des gens qui se plaignent d'effets secondaires, puis d'autres qui disent mais non, il n'y a rien. Donc il lance un appel en disant écoutez, voilà, vous êtes victime d'effets secondaires, je vous donne la possibilité, appelez-nous, témoignez. Et là, ce que je fais, moi, je me rappelle, je suis à l'hôpital avec Morissette, on est en train de
de lui poser ce qu'on appelle un pipeline dans le bras pour qu'elle puisse se nourrir, parce qu'elle ne peut plus se nourrir. Et là, je vois ça, donc je réagis, j'appelle CNews, on me dit, faut envoyer un mail. Je me rappelle dire à la secrétaire, mais vous savez, moi, j'ai pas le temps. Si j'envoie un mail, vous allez recevoir des dizaines de mails, mon mail, vous le verrez pas. Donc je bouge un peu avec mon réseau, qui vient du réseau un peu politique, ex-gilet jaune, et il se trouve que j'ai un ami qui a le numéro de portable de Pascal Praud. Et j'ai une autre amie qui a le numéro de portable d'une collaboratrice de Pascal Praud. Donc je laisse des SMS, et là, incroyable, on me rappelle. Et je me rappelle d'ailleurs, la personne va me dire, mais on a été un peu interloqué par le nombre de messages que vous nous avez laissés. Donc ils ont considéré que c'était peut-être important, quoi. Et le lendemain, je peux témoigner. Et l'histoire commence comme ça. À partir du moment où je témoigne, et en deuxième partie d'émission, je ne sais pas pourquoi, je donne en direct mon numéro de portable. Donc, écoutez, parce que je me souviens, il y avait ma belle-fille qui était à côté de moi. Je dis, tu vois, c'est bien, Léa, ce qui se passe là, mais les gens, ils vont vite oublier. Là, ils m'ont entendu, mais ils vont oublier. Et il faut que je laisse une trace. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Et là, je donne mon numéro de portable. Et à partir du moment où je donne mon numéro de portable, c'est absolument frappant, c'est que l'émission n'est même pas terminée, que les SMS commencent à défiler. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Aujourd'hui encore, je reçois des témoignages. Et surtout, dans le week-end et dans les quelques heures après, je reçois des témoignages de familles qui ont exactement la même maladie que Morissette, Creutzfeldt-Jakob. Et là, je me dis, il y a un truc. Et tout de suite, mon réflexe, c'est d'ailleurs de demander aux proches, mais ça a commencé quand? Et au bout de 3 ou 4 fois, alors que je pose à chaque fois la même question, à chaque fois, j'obtiens la même réponse. On me dit environ 15 jours après l'injection. Et là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais je me dis, une maladie aussi rare, à chaque fois 15 jours, je comprends qu'il y a un problème. Chose qu'aujourd'hui, les autorités ne veulent toujours pas admettre. Mais sur une maladie aussi rare, il y a des médecins, des professeurs qui l'ont dit, au moins, on ne doit pas se contenter simplement de dire que ce n'est pas possible. On doit regarder ce qui éventuellement est possible. Voilà. Et combien de temps a duré l'agonie? On peut dire agonie, voilà. Bien sûr, on peut parler d'agonie. Attendez, moi, Morissette, c'était quelqu'un qui était active. Elle était sur scène, au cabaret. Elle apprenait ses textes, elle chantait. Et ça, c'était Elle avait la forme. Hein. Mais bien sûr, elle avait une pêche terrible. Elle n'avait aucune maladie. 3 semaines avant, elle pétait la santé. Malgré qu'elle avait 72 ans, elle en faisait 10 ans de moins. Ça a duré 8 mois. 8 mois dans mon salon, sur un lit médicalisé, où je devais gérer des perfusions qui dans la nuit, s'arrachaient, des crises d'épilepsie. D'un seul coup, elle se mettait à serrer les dents, et avec l'épilepsie, elle se mordait la langue. Donc j'arrivais avec un stylo, avec le dos d'une petite cuillère pour éviter, pour pas qu'elle se morde. Mais elle mordait avec une puissance incroyable, rien ne pouvait arrêter ça. D'un seul coup, des pauses respiratoires, à tel point qu'il fallait que ce soit moi qui la réanime. J'étais pas préparé à ça. Des saignements de nez comme j'ai jamais vu, ça ressemblait plus à des hémorragies. La première fois qu'elle m'a fait ça, je me rappelle lui avoir dit, mais non, s'il te plaît, t'en vas pas maintenant, parce que je pensais qu'elle faisait une hémorragie cérébrale et que ça coulait par le nez. Donc voilà, ça a été 8 mois d'enfer, surtout pour elle, parce que il y avait des moments un peu de lucidité où je voyais bien, il y avait des regards, parce que grâce au professeur Luc Montagnier, qui connaissait bien ce problème de prion lié à cette vaccination, à partir du moment où on a commencé à lui administrer le traitement qu'il préconisait, elle est allée mieux. Aujourd'hui, c'est dans le dossier médical. Ça, c'est indiscutable. Et sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob telle qu'on la connaît, c'est impossible. C'est impossible d'avoir une amélioration. Donc ça a été 8 mois d'enfer. Comment on le vit, justement, comment on le vit ça en tant que mari? Grâce à l'amour. Moi, Morissette, je l'ai connue, j'avais 16 ans. Je veux dire, on a toujours été fusionnels. Je ne pouvais pas l'abandonner. Moi, on s'est posé la question. Les enfants voulaient qu'on la mette en soins palliatifs. Heureusement, à un moment donné, j'ai failli craquer. Et puis, au dernier moment, on m'annonce qu'il n'y a pas de place. Pourquoi heureusement? Parce que si je pense que j'aurais pas supporté qu'elle soit en soins palliatifs. Je regrette absolument pas. Ça a été dur, mais je regrette absolument pas de l'avoir accompagnée jusqu'au bout. Et même qu'elle ait fermé les yeux dans mon salon. Voilà, c'est difficile. Je m'y étais préparé. C'est difficile d'accepter de se dire que la personne qu'on aime le plus au monde va mourir dans votre salon. Lâchement, souvent,
on laisse ça aux autres, c'est-à-dire au personnel soignant. Moi, j'ai assuré ça jusqu'au bout. Donc, Avec un grand courage, faut le dire, parce que voilà, tous ne ouais, le font pas. j'attends pas de médaille, ni de récompense, ni de. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Et aujourd'hui, même en connaissant la fin de l'histoire, je recommencerai. Voilà. Comment on vit sans l'être qu'on a le plus aimé aujourd'hui? Grâce aux autres qui vous aiment. Longtemps, au début, j'ai pensé partir avec elle. Il aurait fallu que ça se fasse tout de suite. Avec le recul, je pense que ça aurait été encore, là aussi, une lâcheté de ma part. Parce que j'ai un fils, une petite fille et des gens qui m'aiment. Et puis parce que je pense que Morissette, c'est elle ma petite étoile et qu'elle n'aurait surtout pas aimé que je me comporte comme ça. Après, c'est très égoïste parce que, bon, le plus dur, c'est pour elle. Moi, encore, comme je disais tout à l'heure au début de notre entretien, quand je me réveille le matin, j'ai la chance de voir le soleil. J'ai beaucoup pleuré, je pleure encore, ça m'arrive. Bon, au départ, j'avais honte. Pour moi, un homme, ça doit pas pleurer. Mais c'est des conneries, tout ça. Mais là, c'est très sincèrement, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai des gens qui veillent sur moi, des extraterrestres qui veillent sur moi. Même si ça va beaucoup mieux, j'imagine qu'il y a des coups de moins bien. Ouais, il y a des coups de moins bien, mais ça, c'est inévitable. Et je pense que j'en aurai jusqu'à la fin de mes jours, des coups de moins bien. Mais quand je vois le sourire de ma petite fille, 4 ans, Léonie, qui me dit « Papy, je t'aime », je peux que fondre et me dire « Mais je peux pas l'abandonner, la petite ». Donc j'ai envie de préserver ma santé quand même et de faire en sorte que ma petite fille puisse profiter de moi le plus longtemps possible. Mon fils Romain, qui a quand même été très affecté de tout ça, c'est lui qui a découvert sa mère morte. Hein. Quand elle est décédée au mois de mai, elle a commencé le soir à avoir de nouveau des problèmes de respiration, baisse de l'oxygène dans le sang. Donc on s'en est rendu compte, on l'a appareillé de nouveau. Son cœur s'est arrêté. Et au bout de quelques secondes, à travers sa tunique, on a vu le cœur qui repartait. Et je me rappelle avoir dit à mon fils, elle est formidable ta mère, elle s'accroche. Et je crois qu'en fait, ce soir-là, elle ne voulait pas que ça se passe devant nous et qu'elle, tout simplement, elle voulait qu'on s'endorme. C'est ce qui s'est passé, sauf que vers 4 heures du matin, c'est Romain qui s'est réveillé d'abord, qui est allé voir sa mère, et qui m'a réveillé en disant « Papa, maman, c'est fini, elle est froide ». C'est des mots que j'oublierai jamais, ça. Mais c'est surtout, je pense, un traumatisme pour Romain que lui, il n'oubliera jamais. Je ne peux pas pardonner ça. Alors, il n'y a pas de haine, parce que sinon, je serais passé à l'acte, et on va en parler d'ailleurs sur ce qui s'est passé aujourd'hui et pourquoi je suis là. J'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit, même à mes pires ennemis. Je crois beaucoup dans la vie, et la vie s'en chargera à ma place. Et ce sera beaucoup plus dur pour eux. Et je veux pas, voilà, j'ai autre chose à faire. Je peux pas perdre mon temps à agresser les gens. Ben justement, on va parler de l'affaire qui est arrivée il y a 2 jours. Oui. Sur un coup de moins bien, j'imagine, parce que tu avais le numéro du président de la République, tu l'as contacté, c'est ça? Oui. C'était pas la Comment première fois. Ah, donc raconte-nous. Bah, il se trouve que par mon engagement chez En Marche, j'étais au bureau départemental de l'Oise. Avant que Emmanuel Macron soit président de la République, moi j'ai fait toute la première campagne, je l'ai dit, avec Jean-Marie Cavada, j'étais très proche. Hein. J'ai eu un certain nombre de numéros, dont celui-là. Et que tu as quitté d'ailleurs En Marche Bien après sûr. les Gilets jaunes. J'ai quitté au moment, J'ai quitté au moment des Gilets jaunes. Les gens n'ont pas compris. Un jour, j'ai mis un t-shirt Macron président et par-dessus un gilet jaune. Pour moi, c'était j'enterrais le Macron président au second degré, hein, attention, enterré. Hein. Avec un gilet jaune parce que je leur ai dit, d'ailleurs je me souviens à mes amis chez En Marche, je leur ai dit, mais si vous voyez pas là que les gens qui sont dans la rue simplement parce qu'il y en a certains, ils n'ont même pas les moyens de remplir leur frigo. Ils voulaient se traiter comme c'est encore commencer à dire que c'est l'extrême droite, c'est ceci. Que vous voyez pas qu'en plus et que vous ne comprenez pas qu'il y en a même certains qui ont voté pour vous. J'ai vraiment plus rien à faire avec vous. Et je me rappelle ce soir-là, c'était la préparation des municipales et il n'avait qu'une obsession, c'était les municipales, alors que quelques heures avant, l'Arc de Triomphe avait été en feu. Et là, je me suis dit, il y a un problème, j'ai rien à faire avec ces gens-là, moi. Moi, la politique, je me suis pas engagé. Pas du même monde. Oui, bien sûr, je me suis pas engagé pour ça, moi. Des gens qui sont pas capables de voir que d'autres sont en souffrance
et que même en souffrance, ils peuvent commettre des violences, mais qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ils commettent ces violences et les aider, j'ai vraiment rien à faire avec vous. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai d'abord lancé un premier appel au secours à Olivier Véran, mais je pense que c'est peine perdue et ce monsieur est irrécupérable tellement il n'a pas de sentiments humains. Et je pèse mes mots. Pour moi, je pense que tout simplement c'est quelqu'un d'infréquentable. C'est un opportuniste incompétent. On sait qu'aujourd'hui, je crois qu'il est devenu chirurgien esthétique. Mais il se fout complètement de la vie des gens et de la santé et de la médecine. C'était déjà comme ça avant. Vous savez, moi j'ai reçu beaucoup de témoignages, dont des gens qui ont collaboré avec Olivier Véran quand il était à l'hôpital. Déjà à l'époque, on m'a rapporté qu'il n'avait strictement rien à faire de la médecine. Ce qui l'intéressait déjà, c'était la politique. Donc voilà, le fameux briller, réussir. Il a été ministre, bon ben voilà, je pense qu'il a réussi sa vie. D'autres l'ont réussi parce qu'ils avaient une Rolex, lui, il voulait être ministre. Donc, après le premier appel au secours d'Olivier Véran, je suis resté sans réponse. Moi, vous savez, j'apporte beaucoup d'importance à la fonction et beaucoup de respect. Pour moi, faire le pas déjà d'envoyer un SMS sur un numéro que j'avais et que je n'avais jamais utilisé, je passais par des intermédiaires. Pour moi, la fonction, et même quand il était simplement président d'En Marche, ça devait se faire comme ça. C'est une éducation que j'ai reçue de ma mère, c'est comme ça. Et un jour, je me suis décidé, un an après le décès de Morissette, voilà ce que j'écris donc au président de la République. « Bonsoir, monsieur le président. Le 4 mai 2022, ma femme s'est éteinte après 8 mois d'enfer. Vous n'avez jamais eu un mot. Demain, ça fera un an de douleur. Sachez bien que je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour vous arracher la vérité, bien cordialement, Marc Doyer. » Déjà, je le vous vois, je finis par une formule de politesse et je signe Marc Doyer. C'est resté sans réponse. Quelques jours après, ça date du 3 mai. Le 15 mai, je me rends compte avec effroi qu'il reçoit Bourla, le président de Pfizer, à l'Élysée. Donc voilà ce que j'écris. « Bonsoir, monsieur le président. Aujourd'hui, vous avez reçu Bourla. Et nous, famille de victimes, c'est pour quand ?» Voilà. C'est du dégoût, là. Je me dis, bon, c'est un profond sentiment d'injustice. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, le 6 avril... Et donc, c'est à la suite de ces 2 SMS. Oui. Et tu n'as envoyé que ces 2 SMS. Ah oui, et ça c'était au mois de mai, donc l'année dernière. 2023. Voilà. Et donc là, à la suite de ces 2 SMS, presque un an après, parce on est quasiment il y a un an, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un soir, on est chez des amis, un repas normal, je ne suis pas en état d'ébriété, je voudrais rassurer tout le monde. Quelques verres de vin entre copains, comme voilà, avec un bon repas. Puis on vient parler vraiment de Morissette, on me demande des nouvelles, des procédures en cours. Et puis ça dévie forcément sur ah bah bon, tu vois, t'as vu, Emmanuel Macron, il a fait ça il y a quelques jours. Alors on est au moment où il est avec son superbe biceps retouché sur Photoshop, gants de boxe et l'air combatif, rageux. Je voudrais revenir là-dessus quand même. Vas-y. C'est qu'en fait, De Gaulle, Mitterrand, Giscard, Pompidou, Hollande, Sarkozy, aucun président n'a dépassé les barrières comme le fait Emmanuel Macron. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où il se permet lui-même de sortir du protocole, il faut qu'il accepte qu'un citoyen lambda, en l'occurrence comme moi, à partir du moment où j'ai à disposition son numéro de téléphone portable, je puisse me permettre de franchir aussi une barrière et de, entre guillemets, peut-être ne pas respecter un certain protocole, de lui envoyer un message, voire même de lui laisser un message vocal. Que ce soit bien clair par rapport à ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore. C'est lui qui a ouvert, c'est lui qui a dit « je veux faire de la politique autrement ». Pour moi, faire de la politique autrement, ça peut être aussi, à partir du moment où on dispose d'un numéro, de pouvoir communiquer directement avec le président de la République, avec des ministres. Enfin, c'est ce que moi je défendais quand j'étais dans les mouvements citoyens et quand j'étais chez En Marche, et ce que je défends encore aujourd'hui. Et je pense que si c'était le cas, ça se passerait beaucoup mieux pour tout le monde. Il pourrait y avoir des lignes dédiées où les citoyens pourraient. Il a fait des grands débats, des trucs, il n'en ressort rien, des promesses. C'est pas assez, il va pas assez loin. Donc aussi bien quand je donne le numéro de téléphone portable de Véran à la télévision en disant
vous êtes très correct, mais posez en direct vos questions. Je considère que je le fais pour l'intérêt général. Là, quand je laisse un message... L'intérêt général, oui, c'est bien sûr, parce que c'est pas plus dur que lorsque l'on voit des écologistes envoyer, par exemple, des sauces tomates sur des chefs-d'œuvre de la peinture, par exemple. Oui, et puis encore là, une fois... Là, ça ne cause aucune mort. Enfin, je veux dire, Monsieur Véran n'est pas spécialement importuné. Non. Et puis, il n'a pas été victime de violence quelconque, voilà. Et puis, à la limite... c'est comme leur rôle. C'est leur rôle de répondre aussi bien sûr. aux gens. Et puis, à la limite, je pense que si le président de la République trouve que c'est pas normal, ou s'il pense que c'est du harcèlement, alors je pense que 2 SMS plus un message vocal en l'espace de 3 ans, c'est loin d'être du harcèlement, encore moins des menaces, il a tout le loisir de me bloquer. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.